On a calculé par rapport à 200. Hop. Avant de mesurer les échantillons au spectromètre de masse, il faut les broyer très finement, tout simplement pour éviter les problèmes d'hétérogénéité. Normalement, on peut le faire de manière automatisée, mais très souvent, la méthode la plus simple consiste à un broyage manuel. Donc on prend un peu d'échantillon de sol. Alors il faut évidemment bien mélanger au départ, hein, c'est déjà été fait. On prend un petit peu d'échantillon de sol. Voilà. Et après, ça marche à l'huile de coude. Donc là, il faut arriver à avoir une poudre très très fine et très homogène. Le bruit qu'on entend, en fait, ce sont les petits grains de quartz qui sont contenus dans l'échantillon avec les argiles et les matières organiques de sol qui ne veulent pas se faire broyer facilement. Donc là, quand j'entends plus de crissement, c'est que c'est bon. Alors, il ne faut pas beaucoup d'échantillons hein, pour faire les mesures. Il suffit de 20, 30, 40 mg. Donc voilà un petit peu la technique ancestrale. Voilà. Alors là, on en est au stade de préparation de l'échantillon en vue d'analyse. On pèse une toute petite quantité d'échantillons, censée être représentative évidemment de ce qu'on va mesurer, qu'on va introduire dans une petite nacelle qui se trouve ici. Voilà, donc c'est tout petit, aussi. Voilà. Donc là, je vais mettre la capsule à l'intérieur. Ensuite, je tare à 0. Je vais récupérer ma petite boulette et en fait introduire l'échantillon dedans. Donc voilà. Donc là, je suis à peu près, voilà, 28-30 à peu près. Voilà, une fois que j'ai fait ça, que j'ai à peu près le bon poids, je vais fermer la boulette. Alors là, je me débrouille comme je peux, en évitant de la percer, de réaliser une petite boulette. Comme ceci. Voilà, donc l'échantillon est contenu dans la boulette. Je vais peser maintenant, parce que la méthode de mesure est une méthode pondérale. Donc là, je pèse le point. J'ai 929, 930. Le dernier chiffre n'est pas significatif. Donc voilà. Ensuite, je récupère la boulette et je la mets dans une petite boîte qui est ici. Je la mets dedans. Bon, ensuite, on referme et on peut passer à la suite. Donc en fait, ce chromatogramme, c'est l'image de ce qui se passe en direct lorsque notre échantillon est en train d'être brûlé au sein de l'analyseur élémentaire. Donc on a vu, c'est un couplage en fait entre deux appareils, un CHN, c'est un analyseur élémentaire qui permet de mesurer le carbone et l'azote, et un spectromètre de masse qui lui sépare en fonction des différentes masses des composés qui ont été préalablement traités. Alors il me permet de mesurer les isotopes. Donc le principe c'est qu'on a, on voit représenté par la flèche ici, un carrousel avec un passeur d'échantillons dans lequel on introduit des petites boulettes d'échantillons, une petite boulette des échantillons. Ces boulettes rentrent dans un tube en quartz dans lequel on a mis des oxydes de cuivre et oxydes d'autres différents produits chimiques, avec un gaz vecteur, et l'échantillon est brûlé à haute température, hein, à plus de 1000 degrés. La combustion de cet échantillon génère différents gaz, dont le CO2, l'azote, mais il y a aussi de l'eau, etc. Donc comme on a fait une combustion à haute température, ça va nous donner la composition du carbone de la matière organique, directement. Pour l'azote aussi.
pour les quantités de carbone, d'azote de l'échantillon, c'est à partir de cet appareil. En fait, on a un intégrateur qui donne des pics de carbone et d'azote. On a mis dans la boîte d'échantillons des standards de poids différents et on fait une calibration. Donc ensuite, les gaz sont transportés dans un spectromètre de masse. Mais le spectromètre de masse reçoit, lui, directement le gaz CO2 purifié et l'azote. Alors on peut regarder sur l'autre figure comment ça marche. Là, on est au niveau du spectromètre de masse. Le gaz est introduit dans la source du spectromètre de masse sur lequel on a un filament. Il est ionisé, donc soumis à une différence de potentiel, ionisé. Et ensuite, il est envoyé dans un électroaimant qui sépare ce gaz en fonction des différentes masses. Et ces différentes masses sont composées de différents isotopes. Donc, par exemple, pour le CO2, on a la masse 44, 45, 46. Donc 44, c'est la plus commune, carbone 12, oxygène 16, oxygène 18. Il y a les autres masses. On a un logiciel qui permet de calculer les choses, de s'en sortir avec ce que l'on cherche. Sur ces collecteurs qu'on a ici, on recueille le signal sous forme d'un courant électrique qui est amplifié et qui passe sous forme de spectre. Alors il est réglé sur certaines masses. On le règle lui-même. Alors il peut mesurer toutes les masses possibles, enfin de la classification périodique qui nous intéresse, mais il est réglé sur quelques masses seulement. Alors par exemple pour le CO2, 44, 45, 46, mais pour l'azote, il est réglé sur d'autres masses, etc. Donc le premier appareil te sert à quantifier vraiment le carbone azote, et le second appareil, les isotopes. Voilà. Et donc les isotopes te permettront de qualifier l'état de la matière organique dans le sol. Voilà, notamment son état de dégradation. Et puis si on a des signatures isotopiques contrastées, le mélange. Donc ça veut dire que plus il y a d'isotopes, plus la matière organique est dans quel état en fait? Alors normalement, la matière organique du sol, que ce soit les racines ou les feuilles, elle a la signature du végétal. Lorsque cette matière organique est intégrée dans le sol, elle est un peu transformée, minéralisée, humifiée notamment. Et au cours de cette humification, il y a une petite variation du signal. C'est-à-dire que si on a par exemple moins 27 pour par exemple des matières organiques de teck, eh ben, les racines ou les feuilles vont donner du moins 25. Il y a un petit décalage de 2 pour 1000 sur le résultat. Ça, c'est juste un stockage normal de carbone. Mais si on a du mélange, par exemple avec d'autres matières organiques, eh ben, la signature du total va changer. Et si on a de la minéralisation, si on a par exemple une activité bactérienne qui dégrade les matières organiques, on change encore la signature. Donc c'est pour étudier tous ces processus. Comment ça se mélange, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui part, etc. Donc là, c'est un chromato qui nous montre en direct l'analyse qui se passe au niveau de l'analyseur élémentaire. Une fois que notre échantillon est brûlé, on a bien notre N2 qui sort en premier, suivi du CO2. Ensuite, pour pouvoir le quantifier, on utilise en fait un standard interne qui a été paramétré précédemment dans le logiciel, pour lequel on sait exactement la teneur en azote et en CO2. Et du coup, par un rapport d'air et de quantité, on va pouvoir ensuite déterminer notre teneur en azote 15, notre teneur en pourcentage en azote et en carbone pour l'échantillon analysé.